Salut Booktube! Il faut savoir que depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année 2023, en fait, je suis dans un grand projet ambitieux. En vérité, je l'étale, donc c'est pas si ambitieux que ça, mais j'ai pour grand projet de lire les sagas de fantasy les plus renommées, en tout cas les grosses sagas intimidantes, celles qu'on a tous fait toute peur de lire parce que c'est des tomes qui font 12 milliards de pages, mais les sagas renommées auprès d'influenceurs, d'influenceuses et notamment de booktubeurs, booktubeuses anglophones, parce que c'est là où il y a le plus d'informations, je l'avoue. J'aimerais bien inclure aussi des grosses sagas de fantasy francophones, évidemment. Mais donc, ceci est un grand projet et je m'étais dit que je pourrais faire une vidéo régulièrement et la mettre à jour régulièrement sur mes sagas de fantasy favorites, puisque je vais en lire a priori beaucoup et toutes de la très haute qualité. Ce serait intéressant de voir comment ce top va évoluer au fil des années. Et donc je voulais faire la première édition maintenant. Alors, ici, je tiens à préciser un petit peu comment j'organise ce top. Ici, je vais parler des sagas dans leur globalité, donc la saga dans son ensemble, pas d'un tome en particulier, c'est vraiment la saga dans son ensemble. Il n'y aura non plus pas de tome unique, et ça vire s'il y a un tome qui est vraiment au-dessus, mais que le reste est moyen. Je ferai une vidéo prochainement, la semaine prochaine du coup, où je parlerai des meilleurs livres de fantasy pris individuellement. Et ici, on va parler de sagas qui sont terminées, hormis une qui n'est pas terminée, mais je ne sais pas si elle sera terminée un jour, et en tout cas, je suis à jour. Donc c'est une petite exception. C'est comme si on mettait Game of Thrones par exemple. Bon, c'est pas dans mon top parce que je l'ai pas lu encore, mais voilà, c'est l'idée un petit peu, ces sagas où il y a 12 milliards d'années entre les livres. En tout cas, je suis à jour et je me concentre exclusivement sur la fantasy. Il n'y a pas de science-fiction dans ce top. Ce sera un top 10, donc on va remonter petit à petit. Pour les deux derniers, c'est purement nostalgique puisqu'il s'agit de vieilles sagas que j'avais lues à ma vieille époque. L'un des deux ne vous surprendra pas, mais en 10ème place, je vais mettre La Guerre des Clans de Erin Hunter qui est paru chez Pocket Jeunesse. C'est une saga qui a fait mon collège, véritablement. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment de la fantasy, puisque, bon, il n'y a pas vraiment de magie ou quoi que ce soit, mais c'est des chats qui parlent. Pour moi, ça suffit. Bon, ils communiquent comme des chats, mais en vrai, ils ont une vraie communication. C'est une société où il y a 4 clans de chats différents et où chaque clan a un petit peu ses valeurs et ses façons de fonctionner. On va suivre le clan du tonnerre et on va voir les rivalités entre les clans, des batailles aussi entre les clans, des rivalités au sein d'un même clan avec avide de pouvoir, etc. C'était trop bien, j'adorais quand j'étais plus jeune. Je les ai relus il n'y a pas si longtemps, j'avais trouvé ça encore une fois très bien, mais il y a la nostalgie, beaucoup qui parle aussi. J'avais adoré, je pense que ça s'en ira dans les prochains top dans les prochaines années, mais j'avais envie d'en parler là parce que vraiment ça a fait mon adolescence. La guerre des clans en même temps, c'est des chats qui parlent et qui se battent et qui font de la politique, donc vraiment tout ce que j'attends dans un livre. Mais voilà, j'avais adoré. Le 9, j'en parlerai pas beaucoup, j'ai mis Harry Potter, voilà. 9ème place, Harry Potter, on passe à la suite. En 8ème place, j'ai mis Six of Crows, donc la duologie dans l'univers de Grisha de Leigh Bardugo, qui, si vous avez lu la trilogie originelle de Grisha, est nettement au-dessus et qui reste pour le moment la meilleure saga dans cet univers du Grishaverse. J'ai adoré ce livre, j'en ai encore des tellement bons souvenirs alors que je l'ai lu je pense vers 2015-2016. J'avais vraiment adoré, les personnages sont extrêmement mémorables, extrêmement bien menés, on a des personnages qui sont hyper intelligents, hyper réfléchis, on est à leur côté, on voit leurs déconvenus malgré toute leur intelligence. Et les choses qui ratent, mais ils arrivent toujours à rebondir et retomber sur leurs pattes. Et vraiment, c'était extrêmement bien. C'est une heist, donc un cambriolage impossible, avec des personnages hyper intelligents qui vont faire les plans les plus retorses et les moins probables du monde, mais qui arrivent quand même à s'en sortir par une raison obscure, parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils arrivent quand même à le faire. C'est extrêmement bien. Une des meilleures représentations de PTSD que j'ai jamais vues également. Des romances extrêmement mignonnes aussi, j'ai adoré.
lisez Six of Crows. Ça peut se lire totalement indépendamment de Grisha, je l'avais lu en premier d'ailleurs. Donc lisez, si vous devez en lire qu'un seul, c'est Six of Crows. En 7ème place, je vais mettre The Infernal Devices de Cassandra Clare ou les Mortal Instruments, les origines. Il s'agit de la deuxième trilogie de l'autrice dans l'univers des Shadowhunters après The Mortal Instruments. Ça peut se lire encore une fois totalement indépendamment. Si vous devez lire une seule saga de l'autrice, je vous recommande que ce soit celle-ci puisqu'elle reste encore une fois dans mon cœur depuis 2015. L'univers des Shadowhunters est un univers que j'aime particulièrement. J'avais fait une vidéo à ce sujet qui, pour actuellement, aura peut-être un petit peu changé de ton, mais The Infernal Devices reste incroyable. C'est le livre qui m'a fait comprendre l'intérêt des triangles amoureux parce que c'est, je pense, le seul triangle amoureux que j'ai vu de ma vie qui est bien fait, qui est extrêmement angsty, extrêmement tendu, mais tellement bien fait. Vraiment, encore une fois, il y a tellement d'amour, on aime tellement tous les personnages. C'est vraiment un univers de fantasy, mais où on se concentre purement et simplement sur les personnages. Il faudrait que je les relise. Le tome 3 a brisé mon cœur en des centaines de morceaux. Voilà, c'était terrible, mais vraiment, cette trilogie est magnifique. Si vous aimez les histoires d'amour extrêmement bien faites, et je suis pas romance, hein, vraiment je déteste la romance, mais là c'est vraiment extrêmement bien développé, extrêmement bien fait. Il y a de l'amour mais il y a aussi de l'amitié, des liens entre frères et sœurs, des antagonistes qu'on ne peut que haïr, et vraiment c'est extrêmement bien fait, je vous recommande cette saga. En 6ème place, je vais mettre The Puppy War de A.F. Wong. Peut-être un petit peu bas par rapport à ce que certains ou certaines d'entre vous s'attendraient, mais c'est parce que en fait c'est le seul de ce top que j'ai lu récemment, donc c'est le seul où je pouvais vraiment faire du forcing après l'avoir lu en fait. Donc je le mets là parce qu'en fait c'est pas un livre où j'ai eu tant d'émotions que ça, c'est plus un livre choc. C'est un livre qui je pense ne peut pas laisser indifférent. C'est pas un livre où on va s'attacher forcément énormément aux personnages parce qu'on peut pas trop, mais c'est un livre qui donne tellement d'émotions et tellement de choc par ce qu'il ose faire et par les extrêmes dans lesquels il peut aller, et c'est vraiment ça qui me reste en mémoire pour The Puppy War. Et vraiment, si vous voulez un livre trash, un livre dur à lire, un livre qui représente toute l'horreur de la guerre, lisez The Puppy War. Je vais pas en parler beaucoup plus, j'en ai parlé beaucoup trop déjà sur cette chaîne. Ça ne vous étonne pas que ce soit dedans, je pense. On va passer à la première moitié du classement. En 5ème position, j'ai L'Assassin Royal, donc la première trilogie de Robin Hobb, que j'ai lu il y a quelques années maintenant également. J'ai assez peu de souvenirs de par la période aussi à laquelle je l'ai lu, qui n'était pas forcément la plus propice à ce que je retienne beaucoup de choses du livre, mais j'avais adoré, c'était extrêmement bien, les personnages étaient extrêmement bien développés, tout comme les intrigues politiques, vraiment j'avais adoré. Je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas. Si vous cherchez des histoires de vie, des histoires assez lentes où on se concentre sur les personnages mais avec un univers extrêmement développé, ou peut-être que l'intrigue est un peu plus lente que dans d'autres, alors allez dans L'Assassin Royal, c'est un des développements du personnage les meilleurs que j'ai vus en fantasy. En 4ème place, j'ai nommé The Queen's Thief de Megan Wildland Turner, qui est une saga qu'on ne voit nulle part et ça m'agace. Bon, déjà, elle n'a pas été traduite en français, je crois. Mais voilà, on la voit nulle part et ça m'agace. C'est une saga en 6 livres, mais avec des tomes plus ou moins indépendants. Et une saga qui est basée sur le Queen's Thief, donc sur le voleur de la reine, donc dans le premier tome. Et je vais en parler un peu plus en détail pour le coup de celle-là, parce que, encore une fois, on n'en parle pas assez. C'est également, comme Six of Crows, une histoire de cambriolage à la base, et en fait on va suivre un voleur qui va être recruté par quelqu'un pour aller chercher un artefact magique très puissant, et on se rend vite compte que
Ce voleur est un incapable, il est agaçant, il ne passe sa vie à raconter des histoires qui au demeurant sont extrêmement bien. Et donc on se demande un petit peu comment il va faire pour réussir et comment il peut être aussi renommé. Sauf que, je ne vais pas dire en quoi, mais tous les livres de cette saga sont centrés sur un même truc et c'est un énorme plot twist, en tout cas une énorme révélation sur quelque chose qui a été laissé sous silence pendant les 2 tiers, mettons, du tome, ou la première moitié au moins d'un tome. Un énorme pan de l'histoire, en fait, est laissé sous silence volontairement, et au moment où, en fait, on a la révélation, tout s'imbrique, et on se rend compte à quel point le personnage en question est hyper intelligent, hyper calculateur. C'est un des protagonistes les plus intelligents que j'ai jamais vu de ma vie. Et vraiment, il est incroyable. Et en gros, on a ce côté vraiment où on va dans les livres et on sait qu'il se passe quelque chose de plus grand que ce qu'on nous montre. Et vraiment, on a ce truc où on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qui se passe, ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Chaque tome va avoir un point de vue différent, mais on suit finalement toujours le même personnage, en tout cas toujours les actions du même personnage. Et par exemple, on va avoir à un moment le garde de ce personnage qui est le point de vue principal et donc qui va être un narrateur extrêmement peu fiable. En fait, tous les narrateurs sont extrêmement peu fiables. Et le génie de l'autrice, c'est que on cherche ce qui se passe, ce qu'il y a de plus grand. Et en fait, c'est toujours une révélation extrêmement inattendue, extrêmement bizarre. Et cette révélation fait que tout prend du sens. En fait, tout est tellement millimétré et calculé avec une précision incroyable que tout s'imbrique de la meilleure façon. C'est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement bien calculé, extrêmement réfléchi et intelligent. Vraiment, cette saga est incroyable pour ça, c'est vraiment ce qu'il m'en reste. On a également, dans les meilleurs protagonistes que j'ai vus, on a notamment une très bonne relation enemies to lovers qui change. Il n'y a pas du tout de scène de sexe ou de romance à outrance. C'est juste une relation en sous-texte qui va se lier entre deux des protagonistes et vraiment j'adore cette relation entre les deux, je les ship énormément, c'est extrêmement mignon, ils sont adorables et c'est un bon enemies to lovers je trouve. Et on a également un univers qui est extrêmement riche, on a beaucoup de discussions politiques entre plusieurs royaumes qui vont s'affronter, etc. Et on a également une grande part d'importance, notamment dans le tome 1, des contes et des histoires de légendes qui vont être racontées. Et donc on a des histoires dans des histoires et ces histoires sont hyper belles, hyper poétiques et j'ai trouvé ça extrêmement bien. Si vous voulez un récit très politique, très intelligent, où on n'a pas forcément l'impression au début que c'est si intelligent que ça, lisez The Queen's Thief parce que vraiment c'est incroyable. Nous arrivons sur le podium et en 3e place je vais mettre The Kingkiller Chronicles ou Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss qui est une, pour le moment, duologie, doit être une trilogie, peut-être un jour, on ne sait pas vraiment, mais il s'agit de 2 tomes de pavasses énormes qui ont été divisés d'ailleurs en français, qui sont parus chez Brajlon, qui sont absolument incroyables. Je vous avais parlé de l'Assassin Royal en vous disant que c'est des récits de vie. Dans Le Nom du Vent, c'est un peu pareil puisque on a vraiment un récit de vie et l'histoire commence sur un monsieur qui se fait rencontrer par un barde et qui réalise que c'est le tueur du roi et donc il va lui demander de raconter son histoire. Donc on va avoir le protagoniste qui va raconter sa propre histoire pour normalement aller jusqu'au moment où il va tuer le roi. Bon, on sait pas trop si on va l'avoir cette histoire, mais finalement, il va raconter tout ce qui est pas du tout important. C'est un narrateur extrêmement peu fiable parce que il va enjoliver certaines choses, il va tordre d'autres choses. Voilà, comme quelqu'un qui raconte son passé. Et vraiment, c'est extrêmement bien, c'est extrêmement lent, mais c'est hyper intéressant en fait. Patrick Rothfuss a une capacité à rendre le mondain intéressant, c'est-à-dire que c'est une blague qu'on a avec Pénélope, parce qu'on l'a lu plus ou moins en même temps,
c'est une blague qu'on a avec Pénélope, mais pendant 100 pages, au début du tome 1, il va chercher une chemise et des sous pour s'acheter une chemise. Et c'est trop bien, et c'est hyper intéressant, et c'est juste génial, et on a envie de savoir plus. C'est un des meilleurs systèmes de magie que j'ai jamais vu, il est tellement théorisé, on passe tellement de temps dans une école, dans une académie pour apprendre à faire de la magie, qu'en fait c'est une science, on a tous les cours avec eux, on comprend les limites, etc. C'est vraiment, si vous aimez les Hard Magic Systems, celui-là il est parfait, vraiment c'est incroyable. Encore une fois, il faudrait que je les relise. Dans tous les cas, si un jour le tome 3 sort, je relirai les 2 premiers, ça c'est sûr. Mais bref, j'adore Le Nom du Vent. Il y a un passage dans le tome 2 que j'ai un peu moins aimé, mais c'est vraiment un court passage. Le reste est parfait. Lisez Le Nom du Vent, c'est trop bien. En deuxième position, on s'approche doucement de la fin, j'ai nommé Mistborn, le Fils des Brumes de Brandon Sanderson, que j'ai extrêmement hâte du coup de relire à partir du mois prochain dans le Cosmirelang, donc la lecture commune du Cosmere que j'organise sur mon Discord. Je pense que pareil, beaucoup connaissent Mistborn et Brandon Sanderson, mais dans Mistborn, on va vraiment suivre des personnages hyper bien développés, hyper riches, avec toute une dimension politique qui est extrêmement intéressante. Le postulat de base de Mistborn, c'est le méchant a gagné et on est dans une dictature complète avec un Dark Lord au sommet de la pyramide et donc on va essayer de renverser cette personne, de mener une rébellion. Ça, plus un Hard Magic System qui est juste génial, qui est extrêmement visuel, extrêmement bien représenté, où les personnes doivent ingérer des métaux et en fonction de leur pouvoir, ils vont ingérer des métaux différents et chaque métal a une propriété. Par exemple, il y a un métal qui va permettre d'attirer les objets en métal vers soi, l'autre de le repousser. Et donc on va pouvoir avoir des gens qui se déplacent dans les airs en se propulsant sur des pièces de monnaie. Il y a aussi toute une partie de lois de la physique qui sont abordées. C'est très très bien, c'est un système de magie qui est hyper intéressant. Au cours de la trilogie, il y a tellement de plot twists, de choses dont je me souviens encore alors que je l'ai lu il y a quelques années. Un moment du tome 1 qui est tellement marquant, tellement inattendu, enfin bref. Vous aurez toutes les émotions en lisant Mistborn, beaucoup de retournements de situation. C'est une série très ambitieuse qui fait tout très bien. Franchement, allez-y, si vous voulez nous rejoindre pour le Cosmirelang, n'hésitez pas. Et enfin, le premier qui je pense gardera sa place pendant très longtemps parce que c'est encore celui qui a sa place depuis que je l'ai lu pour la première fois au lycée, donc ça fait un moment. Et il s'agit du Pacte des Marchombres de Pierre Bottero. Je ne vois pas grand monde en parler sur Booktube parce que c'est un livre très ancien, certains ou certaines ne l'ont pas lu probablement, hein, et les autres qui l'ont lu l'ont probablement lu il y a un moment maintenant, et donc on n'en parle pas forcément parce que c'est pas ce qu'ils lisent actuellement, c'est mon cas, je n'en ai jamais ou très peu parlé sur cette chaîne, et en plus les nouvelles couvertures ne donnent vraiment pas envie d'y aller. Elles sont très jolies mais pas du tout pour le type d'histoire que c'est, ça ne représente pas du tout l'histoire, ignorez ces couvertures. Dans le Pacte des Marchombres, on va suivre le personnage de Elana alors qu'elle est une petite fille qui voit ses parents mourir attaqués par des rails, c'est un peu comme des orques en gros, et elle va être recueillie par des petits. C'est une espèce différente, donc c'est des gens de petite taille, logique, qui vivent dans des arbres. Et donc elle va grandir là-dedans jusqu'au jour où elle va vouloir aller retrouver ses origines et retrouver le monde humain. Et là, elle va rencontrer ce qu'on appelle des marchombres et va se lancer dans un apprentissage qui est un des meilleurs apprentissages que j'ai jamais vu, avec des leçons tellement fondamentales quand on est jeune ou moins jeune, avec une voie de liberté, d'émancipation et de conviction en ce qu'on fait, en qui on est, qui est assez dingue et qui, je pense, est essentiel. Elana est un personnage incroyable, d'une indépendance, d'une candeur aussi, d'une innocence mais bien faite sans se passer dans l'excès, et d'un franc-parler, d'une force et d'une justesse que j'ai rarement vue. C'est un des plus beaux personnages féminins que j'ai vu à ce jour. Elle est juste incroyable. Suivre son apprentissage, c'est vraiment
une des meilleures expériences que j'ai eues dans ma vie, que j'ai eu d'ailleurs plusieurs fois dans ma vie et que je dois les relire très prochainement. Je ne sais pas trop comment parler d'Elana, à part en disant que c'est un des livres les plus magnifiques que j'ai jamais lus. C'est un livre qui a tellement de niveaux de lecture, on peut le lire des dizaines et des dizaines de fois et toujours en retrouver et en retirer quelque chose de différent. C'est un livre qui appelle éminemment à qui on est en tant que lectrice, à nos propres sensibilités, à nos propres expériences et qui permet de devenir un livre différent à chaque fois qu'on le lit parce que c'est éminemment personnel. Je trouve que la rencontre avec Elana et avec tout le monde, avec Gilano, avec Sayanel, avec tout le monde est éminemment personnel. On se reconnaît dans tellement de personnages, pour tellement d'aspects, pour tellement de choses qui changent selon qui on est, à quel âge on est, la trajectoire de vie qu'on a eue. Je vais le relire prochainement, je pense que je le vloguerai plus en détail, mais j'ai aucun doute que j'en retirerai quelque chose de totalement différent que ce que j'en ai retiré jusque-là. Et c'est ça qui est magnifique avec Elana, c'est que peu importe l'âge auquel on le lit, peu importe le nombre de fois où on le lit, on en retire toujours quelque chose d'unique et je trouve que c'est absolument magique. La plume est également un des points positifs énormes, c'est un livre d'un auteur français qui a très peu fonctionné d'ailleurs à l'étranger. Il a été traduit en espagnol et en allemand et il ne marche pas du tout parce que c'est un livre qui est profondément ancré dans la prose française, qui est profondément ancré dans cette poésie qu'on peut avoir avec cette langue, dans tout ce qu'on peut faire avec les mots et je trouve que c'est magnifique. C'est un livre qui a lancé ma volonté d'écrire, qui a lancé mon amour en fait pour la langue, pour les mots, pour la sonorité de la langue française. Et rien que pour ça, rien que pour tous ces aspects, lisez Elana, il est absolument magnifique. Vous allez rire, vous allez pleurer, avoir envie de défoncer tout le monde dans le plexus solaire, au passage. Vraiment, lisez Elana, c'est absolument fantastique. Et c'est ma saga de fantasy préférée de loin. Voilà, j'ai fini ce top, je reviendrai très prochainement, donc la semaine prochaine, avec le top de livres individuels pour le coup, de fantasy. Ça pourrait être des livres dans une saga, un livre individuellement dans une saga, ou alors des stand-alone. Mais je vous retrouverai à ce moment-là, et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.